Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1004 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 27 mars 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Tout le monde connaît DJI, mais qui a déjà entendu parler du fondateur de la société chinoise, un dénommé Tao Wang? Alors qu'Apple a longtemps été indissociable de Steve Jobs et ses fameux One More Thing, le brillant inventeur du plus prisé des drones brille par sa discrétion. Dans une enquête diffusée sur sa chaîne YouTube, le chef opérateur et réalisateur français Amar retrace l'ascension fulgurante de la société pilotée par Tao Wang. Il remonte aux origines des Mavic, Avata et autres Inspire grâce à d'étonnantes images d'archives puisées sur des sites internet chinois où l'on découvre les premiers prototypes présentés par Tao Wang lors de ses études. Ce sont précisément les débuts difficiles de l'aventure DJI qui ont suscité la curiosité d'Amar et l'ont poussé à creuser le sujet sur son temps personnel. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pris à peu près, 2 mois bout à bout, mais étalé sur 5-6 mois. Donc j'ai pris beaucoup de temps, perso, mais j'étais, dévoré de passion par le sujet. Donc ce qui fait que dès que je rentrais de tournage, je m'y collais direct. Et puis après les archives, ça a été complémentaire au début du montage où, peu à peu, j'étais en train de me rendre compte qu'il me fallait beaucoup plus d'images et puis surtout j'avais, ce souhait, profond, de pas, tomber dans la facilité d'aller chercher des stock shots, à outrance, pour illustrer, ce que je disais et donc je me suis un peu cassé la tête, pour que les images soient toujours, très cohérentes avec ce que je raconte, notamment sur les études de Tao Wang, et donc effectivement ça a été très chronophage, très, très chronophage, mais c'est ce qui permet aussi aux spectateurs, je pense, d'avoir la sensation d'assister à quelque chose d'un peu plus concret et un peu moins vaporeux que parfois certaines vidéos sur YouTube qui pour des soucis de temps qui sont tout à fait compréhensibles, tombent dans des illustrations un peu bateau, quoi. Les premiers crashs, l'envol commercial avec le Mavic, les difficultés rencontrées par la concurrence pour exister face à l'emprise de DJI sur le marché, tout cela est abordé avec une narration bien rythmée pendant près d'1 heure. Dans la dernière partie, Amar évoque un côté plus obscur. Il s'intéresse à la façon dont les drones de loisirs sont utilisés comme armes létales dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le réalisateur cherche à comprendre pourquoi DJI ne cherche pas à enrayer cette dynamique. Et là, aujourd'hui, on est face à une nouvelle époque où, pour le coup, les créateurs d'outils peuvent pas mal définir l'utilisation qu'on va en avoir. Et donc là, bah, on voit très bien qu'il y a une énorme incohérence parce que s'ils avaient cette ferme volonté de voir leur outil utilisé uniquement à des fins bienveillantes, alors c'est très très simple, c'est une ligne de code et c'est terminé. Donc là, on voit bien que c'est pas fait. Donc ça, je me suis là vraiment, j'ai pris une claque en me disant c'est fou que ça ce soit pas sorti. Alors dans les faits, c'est sorti sur des think tanks, des trucs très, très, très pointus. Ils en parlent de manière assez évasive. Mais j'étais surpris que c'est pas plus que ça d'effrayer la chronique parce que bah, c'est quand même un truc assez intéressant de ce que ça raconte de l'époque vers laquelle on est en train de plonger. Sollicité par le réalisateur, la société DJI n'a pas donné suite. Tao Wang a totalement disparu de la circulation médiatiquement en 2017 et avant ça, il faisait des apparitions très brèves et très maîtrisées. Donc c'est fidèle à leur philosophie. C'est de toute manière, ils ont en même temps pas beaucoup d'intérêt à communiquer, à répondre à des questions. Donc en fait, c'est assez cohérent. Mais donc non, pas de réponse, hélas, non. Pour un premier galop d'essai, Amar a marqué les esprits. Son enquête cumule près de 410 000 vues depuis sa diffusion, il y a 2 mois, et la qualité du contenu est saluée dans les commentaires. Fort de ce plébiscite, comment imagine-t-il la suite pour sa chaîne YouTube? Beaucoup pensent que je vais me dédier au drone, alors qu'en fait, pour le coup, ce à quoi j'aspire sur ma chaîne, c'est surtout reproduire un peu le même pattern, c'est-à-dire faire des documentaires originaux dans le sens où essayer le plus possible d'aller sur des niches qui n'ont pas été développées idéalement dans tout format confondu, ou trop peu à mon goût, et essayer de faire des formats longs qui grattent des sujets complexes avec une portée qui pourtant est bien dans notre quotidien. Donc c'est une ligne de crête qui est assez fine, et d'autant qu'il faut maintenir quand même la dramaturgie. Sur YouTube, ça fait partie des prérequis de maintenir le spectateur comme à la télé, mais je trouve encore plus qu'à la télé, de maintenir le spectateur dans une certaine haleine. Et donc, bah, j'utilise un rasoir très très fin pour définir ce sur quoi je vais partir ensuite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Je suis très, 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 très heureux et très, très content de la réception de la vidéo parce que elle me dit de continuer dans cette démarche de faire à la fois du storytelling et quelque part de l'investigation. Donc, je compte bien faire ça et j'ai d'ailleurs commencé pour la prochaine vidéo. Bah, écoute, ça donne envie de voir ce reportage déjà sur le fondateur de DJI et puis de suivre. Amaré, on dit, c'est ça? On dit Amar, alors Amar. c'est son pseudo, donc on va pas révéler son nom. On peut le trouver facilement hein, si on va sur Internet, mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est effectivement plutôt DJI et Tao Wang. Et ce qui est intéressant, c'est de vraiment retracer la success story un peu de cette boîte que tout le monde connaît. On utilise à peu près tous des drones DJI, peut-être nos invités d'ailleurs, on va en reparler. Ce qui est assez fascinant, c'est que pour un premier docu, c'est très fort ce Mhm. qu'il a fait. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est gratuit hein, en accès sur son site. Et toute la partie qui est consacrée donc aux dérives, notamment sur le front et Ouais, la guerre entre la Russie et l'Ukraine en ce moment, fait écho à ce qu'on a entendu il n'y a pas longtemps. J'avais recueilli les témoignages bien de sûr. Vlada Liberova, qui est sur le front avec son mari Konstantin, et qui eux-mêmes utilisent des drones DJI, mais pour documenter des crimes de guerre, c'est différent, et qui à chaque fois prennent des risques énormes parce qu'ils sont la cible de drones kamikazes russes. Donc on est en plein dans le sujet, il y a une vraie zone d'ombre à ce niveau-là, il le souligne. Il rappelle aussi tout l'intérêt créatif et narratif de ces outils qu'il utilise énormément puisqu'il est aussi chef opérateur et réalisateur, donc ce n'est pas un docu à charge. Reste que le silence de DJI est peut-être regrettable, c'est ainsi. Je vous invite en tout cas à aller sur sa chaîne et regarder ce documentaire qui est vraiment passionnant. Ça pourrait tout à fait être un 52 minutes diffusé sur Arte, par exemple. Tu l'as vu, Nico, ce doc? Pas du tout, j'en avais pas du tout entendu parler, mais du coup, j'ai très envie de le regarder parce que le sujet m'intéresse, parce que ça m'intéresse aussi de voir justement quelqu'un qui est réalisateur par ailleurs. J'imagine qu'il travaille pour la télévision. Pour la télé, il bosse Voilà, pour la et télé. du coup, de voir ce qu'on peut faire aussi avec un espace de liberté qui est le YouTube et comment on peut réinventer le genre sur des sujets qui nous intéressent. Donc, à plus d'un titre, ça m'intéresserait beaucoup de le regarder. Je vais le faire. Et les drones, c'est un truc que tu utilises, alors, pas pour faire exploser des bombes, j'imagine, mais Non. pour faire des images, tu en utilises? Ouais, j'en utilise depuis plusieurs années. Je suis même télépilote de drone. Ok. J'y suis arrivé vraiment à reculons, en fait. Parce que j'estimais, quand le drone est arrivé et qu'on nous a demandé d'avoir des images de drone, parce que c'était bien, c'était moderne, et puis tout le monde commençait à en Stylé, faire, voilà. ouais. En fait, moi, j'ai refusé dans un premier temps parce que j'estimais que j'étais auteur, réalisateur, chef opérateur. C'est moi qui faisais les prises de son, qui posais les questions des interviews, qu'on en faisait déjà beaucoup, en fait. Et qu'on nous rajoutait encore Petite couche. une tâche à faire. C'est l'homme C'est-à-dire que orchestre. C'est pareil pour les journalistes. Hein, à un ouais, moment c'est-à-dire donné, qu'on tu rajoutes part toujours un truc. on est toujours moins à partir. On a toujours moins de moyens, de jours de tournage, et puis tout d'un coup, il faut faire encore des trucs en plus. Et surtout, vu le niveau de stress qui est associé quand même au pilotage d'un drone, hein, puisqu'on a un objet en l'air, vraiment, j'avais pas envie de me rajouter ça. Et puis, il se trouve que sur un film, j'ai fait un film dans le désert, en Mauritanie. Et je me suis dit, bon, bah, si je dois essayer le drone, le désert, c'est pas mal, hein, parce qu'il n'y a pas de Si végétation. je le crasse, ça craint rien, quoi. Ouais, ça va, ça va. Et je me suis pris au jeu, en fait. Je me suis Ok. pris au jeu du pilotage. Je me suis pris au jeu de la prise d'image. Je me suis pris au jeu de ce qu'on arrivait à sortir finalement avec un drone. Et j'ai décidé, mais du coup, moi-même, parce que je le voulais, comme je le voulais, Te former. Ouais, de me former et puis d'apporter ça justement à notre outil narratif, quoi, aux images qu'on raconte, ce qu'on raconte des paysages, qu'on raconte des territoires, du point de vue qu'on porte sur le monde, puisque forcément on change pour le coup d'échelle, de point de vue, et on peut raconter d'autres choses. Euh, c'est c'est des plans, moi je me rappelle de l'époque où on montait à pied en haut de la montagne, ou en voiture quand on avait de la chance pour aller faire des plans d'illustres. Où on louait un hélicoptère, ou alors on montait dans un ULM pour faire 3 plans d'une région. Et on ramenait de l'image qui bougeait, hein, qui était pas très Ouais. qui était pas très belle, ou alors un plan statique qu'on mettait dans le film, on était content, on avait notre plan large, on était monté en haut de la montagne, ça avait pris une demi-journée. Hem
Et donc, non, c'est génial ce qu'on arrive à faire avec les drones. Et c'est génial ce qu'on arrive à faire en hauteur, c'est génial ce qu'on arrive à faire au niveau du sol, c'est génial ce On qu'on peut faire des arrive... travelling avec un drone. On peut simuler une grue. On peut faire des Exactement, trucs, exactement. Pour moi, le drone comme un Ronin, comme on dit maintenant, un gimbal. On disait c'était Dicam à l'époque. Enfin, les langages Ouais, évoluent. c'est un système gyrostabilisé Ouais, c'est ça. à poignée. Convecteur spatio-temporel, à poignée 2,21 à gigawatts. poignée unique, ouais, exactement, ouais, c'est ça. Non, mais pour moi, exactement, c'est retrouver les mouvements du cinéma. C'est-à-dire que pour moi, le gimbal, c'est vraiment le steady, c'est vraiment la dolly. Pour moi, le drone, c'est la grue ou c'est l'hélico sur un plan. Mais moi, le drone, il va devant, derrière, il fait un latéral, il fait un orbital et basta, ou il fait un enroulé, ou il fait une montée avec un tilt, un truc comme ça. Et je l'utilise vraiment sur des mouvements hyper simples, mais pour trouver justement ces mouvements de base du cinéma. Et c'est quand même assez génial aujourd'hui les outils qu'on a pour faire de l'image qui tiennent dans un sac à dos et qu'on arrive C'est clair, ça change tout. à déployer facilement, quoi. Fabien, t'en fais un peu toi du drone aussi? Alors, c'est assez compliqué d'en faire sur Bordeaux parce que dès qu'on veut faire décoller un drone, il faut les autorisations de la mairie, tout ça. Globalement, partout en France, Ouais. les gens qui achètent des drones DJI, ils savent que légalement, ils peuvent pas faire grand-chose avec. Ouais, mais vu que c'est typiquement si on veut faire des images pour la boîte, on n'a pas trop envie de se prendre un procès de la mairie, surtout qu'on est sur des belles allées, on n'a pas envie de soucis avec la mairie. En ville, non, mais tu vas à Lacanau ou tu vas sur le front de mer, t'as plein de zones où tu peux voler. Hein. Je pense que certains de mes collègues le feraient mieux que moi. Pour le coup, j'ai très peu d'expérience en drone. Si j'utilise les produits DJI, ce serait plutôt tout ce qui est lié au son ou à la stabilisation. Mais pourquoi pas se lancer un jour, qui sait? En tout cas, il y a des applis qui permettent de regarder les endroits où on a le droit ou non de voler. Et rappelons que la formation, c'est important. Tu as parlé de certains plans, il y a des organismes de formation aussi qui forment tout simplement au plan de vidéo, etc. Ça s'improvise pas. Mais qu'on soit un télépilote confirmé ou pas, se former de temps en temps, c'est pas plus mal. Et je veux pas vous déprimer la tête, les gars, mais je suis sûr que si on refait ce même genre d'émission dans 10 ans, on parlera plus de formation télépilote de drone, on parlera de formation de prompt en IA, où on sera capable de générer tous les plans qu'on veut, avec simplement une petite description textuelle. Mais je n'ouvre pas ce débat-là du tout. Tu veux dire, ce sera plus nous au micro, mais il y a, oui. Oh bah oui, ok. ça, avant 10 Assumons. ans même, ça pour ça. Merci Benjamin pour cette story cette semaine.